Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans une situation qui est assez folle quand on y pense. Oui, bonjour. On a le plus grand leader de son temps, Moïse, celui qui a parlé à Dieu, qui a libéré tout un peuple, et il est en train de complètement craquer. Sous le poids du travail, un vrai burn-out, on dirait aujourd'hui. Exactement. Et la personne qui va lui donner la leçon de management qui change tout, ce n'est pas un sage, pas un prophète, C'est son beau-père. son beau-père, Yitro, un étranger. On va donc décortiquer une analyse de cette section de la Torah, la paracha Yitro, pour explorer une idée qui secoue un peu les choses. Cette tension entre l'autorité et le devoir absolu de questionner. Et c'est un point de départ formidable, parce que le personnage même de Yitro est déjà un indice en soi. Ah oui, L'analyse qu'on étudie nous rappelle que son nom vient de la racine hébraïque yoter, Yitro qui veut dire qui signifie ajouter ou surplus. Il n'est pas juste de passage, quoi. Son nom même nous dit qu'il vient apporter quelque chose. une pièce manquante. Une pièce manquante, un élément essentiel que le système en place, même dirigé par le plus grand des prophètes, n'avait pas vu. Et cette pièce manquante, au début, elle répond à un problème très concret. Presque trivial en apparence. C'est ça. Le texte nous dépeint une scène d'épuisement total. Moïse est le seul juge pour des centaines de milliers de personnes. Il faut imaginer la scène. La file d'attente interminable. Du matin au soir, sous un soleil de plomb, Moïse est au bord de l'implosion et le peuple, il est au bord de la crise de nerfs. La solution que Yéthro propose est d'une logique implacable. Et terriblement moderne, en fait. C'est vrai, Il lui dit, en substance, arrête de tout microgérer. Délègue. c'est ça. Il suggère de créer une structure, un réseau de responsables. Des chefs de 1000, de 100, de 50, de 10. Pour que les petits cas soient réglés sur le terrain. Voilà. Et que seules les affaires vraiment complexes, celles qui peuvent créer un précédent, remontent jusqu'à Moïse. On dirait un cours de management de HEC. On imagine tout de suite un organigramme, une pyramide bien claire. Ah oui, l'image vient tout de suite à l'esprit. Mais c'est précisément là que l'analyse qu'on étudie nous dit « Attention, attention !» C'est le piège. C'est une erreur de lecture. Une erreur fondamentale, oui. Le texte insiste vraiment sur ce point. Ce n'est pas une hiérarchie de sagesse. D'accord, ça c'est important. Un chef de 1000 n'est pas considéré comme 10 fois plus sage qu'un chef de 100. C'est pas ça du tout. C'est une structure purement fonctionnelle, pragmatique. Le but c'est juste que ça tourne. L'objectif premier, à ce stade, n'est pas philosophique. C'est de soulager Moïse et de rendre la justice plus accessible. C'est de l'efficacité opérationnelle. Mais ce qui est fascinant, c'est de voir comment cette solution très pratique, cette réorganisation logistique, va servir de détonateur à une réflexion beaucoup plus profonde. Ah oui, J'ai l'impression que ce conseil, c'est la partie visible de l'iceberg, et que l'analyse s'en serve pour nous amener complètement ailleurs. c'est tout à fait ça. Le geste de Yitro, un extérieur, qui ose dire au leader suprême « ce que tu fais, ce n'est pas bon ». C'est l'énorme quand on y pense. Ça ouvre une brèche. Et cette brèche, c'est l'idée que personne, absolument personne, n'est au-dessus de la critique, du questionnement. Et cette idée est centrale. Tellement centrale qu'elle est développée de manière très forte dans la tradition talmudique. Le texte cite un passage assez radical. Ah oui, celui-là m'a marqué. Il dit que lorsqu'un père et son fils ou un maître et son disciple étudient ensemble la Torah, ils doivent devenir l'ennemi l'un de l'autre. Attendez une seconde. Le mot « ennemi », Oui, c'est incroyablement violent. On parle de la relation la plus respectueuse qui soit, un maître et son élève, un père et son fils. Comment on peut justifier un terme aussi chargé? Ça me semble contre-intuitif au possible. c'est justement ça, la force de la provocation. L'analyse souligne que le choix de ses pairs, père-fils, maître-disciple, est tout sauf anodin. On prend les extrêmes? On prend les relations où l'honneur et le respect sont censés être à leur maximum, et en utilisant le mot enmo, on ne parle évidemment pas de haine ou d'animosité. D'accord. On parle d'un adversaire intellectuel. Pour que l'étude soit vivante, pour qu'elle produise de la sagesse, il faut une friction, un défi. D'accord, je vois. Le disciple doit devenir l'ennemi des certitudes de son maître, pas par rébellion, mais pour forcer le maître à affûter ses propres arguments. C'est un partenaire d'entraînement intellectuel. Sans cet ennemi, la pensée s'endort. Mais ça change complètement notre idée du respect, hein. Ah oui, Spontanément, on pense que pour honorer quelqu'un, un parent, un prof, un patron, il faut se taire et acquiescer, ne pas faire de vagues. c'est l'idée reçue, oui. Or, ce que cette analyse suggère, c'est que le vrai honneur,
c'est de prendre les idées de l'autre suffisamment au sérieux pour les challenger. Le texte propose un renversement complet de perspective. L'approbation silencieuse, l'approbation aveugle, ce n'est pas une marque d'honneur. Ça peut même être du mépris finalement. Ça peut être une forme de désintérêt, tout à fait. Le véritable honneur, c'est l'engagement. C'est de dire « je te respecte tellement que je ne vais pas te laisser t'enfermer dans une pensée confortable. Je vais te poser les questions difficiles. » Mais l'analyse insiste aussi sur la manière, j'imagine. Il y a une différence entre Ah bien sûr, pose une question pour comprendre et pose une question pour humilier publiquement. absolument, et c'est une distinction cruciale. Le questionnement décrit ici n'est pas un acte de destruction. Le but, ce n'est pas de prouver que l'autre a tort devant tout le monde. Le but, c'est de construire. C'est de construire ensemble une compréhension plus profonde. C'est une quête de vérité collaborative, même si elle prend la forme d'un affrontement d'idées. Le désaccord porte sur le contenu, jamais sur la dignité de la personne. Cette idée que la vérité n'appartient à personne, qu'elle émerge de la confrontation, elle est au cœur de tout ça. C'est ça. Et notre source l'illustre avec une histoire incroyable. Celle du débat entre les deux géants, Hillel et Shammai. Les deux plus grandes écoles de pensée qui s'affrontent. Ils sont dans une impasse totale. Une impasse qui dure des années. Et la résolution, telle que rapportée dans les textes et mise en lumière par notre analyse, est un chef-d'œuvre d'humilité. Alors, racontez, comment ça se termine? La solution ne vient ni de Hillel, ni de Shammai, ni d'aucun de leurs brillants disciples. Alors d'où? Elle vient de deux tisserands anonymes. Des tisserands. Oui. Et le détail qui tue, c'est que le texte précise qu'ils entrent dans la salle d'études par la porte du tas d'ordures. Pardon, mais il faut qu'on s'arrête une seconde là-dessus. La porte du tas d'ordures. Oui, La solution arrive par l'entrée la plus sale, la plus méprisée de la ville. C'est une claque monumentale à toute forme d'élitisme intellectuel, non? c'est exactement ça. Le symbole est d'une puissance folle. C'est une manière de dire que la sagesse peut venir des endroits les plus inattendus, des personnes les moins considérées. Et que font ces tisserands? Ils sortent une théorie révolutionnaire. Pas du tout. Ils ne sont pas des savants. Ils sont des porteurs de mémoire. Ils se contentent de témoigner. De témoigner de quoi? De ce que les maîtres de la génération d'avant, les grands sages Shmaya et Aphtalion, leur avaient enseigné. Leur simple parole, une parole du terrain, de la tradition vécue, tranche un débat que les plus grands esprits n'arrivaient pas à résoudre. C'est fou. Et l'analyse relie ça directement à une phrase du Deutéronome. Cette grande nation est certainement un peuple sage et compréhensif. D'après cette lecture, la sagesse du peuple, elle ne vient pas d'un leader omniscient au sommet. Non, Elle vient de sa capacité collective à questionner, à débattre. La sagesse est distribuée, elle est partout. et si on boucle avec Yitro, on voit que son conseil, peut-être même sans qu'il en mesure toute la portée, a mis en place les conditions de cette sagesse distribuée. En créant des juges à tous les niveaux. Il ne fait pas que fluidifier le système, il crée des centaines de lieux où la loi est débattue, interprétée, appliquée. En fait, il décentralise la quête de la vérité. D'accord. Mais alors, il y a un point dans l'analyse qui me trouble. Le texte affirme que le système initial de Moïse, celui qui était intenable, Oui. était pourtant, je cite, philosophiquement juste. Là, j'avoue, je suis un peu perdu. Ah, c'est le paradoxe? Comment une chose peut être à la fois la bonne chose à faire, sur le plan des principes, et la mauvaise, en pratique? C'est contradictoire. C'est le cœur de la tension, et c'est ce qui rend cette histoire si riche. L'idéal philosophique que Moïse tentait d'incarner était d'une pureté absolue. C'est-à-dire? La Torah a été donnée à tous de manière égale, donc chaque personne doit avoir un accès direct, sans filtre, à son interprète le plus élevé. C'est un idéal d'égalité radicale. Un accès total au savoir et à la justice. Exactement. Dans un monde parfait, il n'y a pas d'intermédiaire, pas de bureaucratie, juste le citoyen et la plus haute autorité. Un idéal magnifique, mais qui, S'écrase contre le mur du réel. voilà, un seul homme ne peut physiquement pas recevoir des milliers de personnes. La réalité, avec ses contraintes, le temps, la fatigue, le nombre, rend l'idéal pur inapplicable. Le système de Yitro est donc un compromis. Une concession. C'est la reconnaissance que pour qu'un idéal puisse survivre dans le monde réel, il doit parfois accepter de ne pas être appliqué dans sa forme la plus pure. Le système de Yitro a fonctionné, il a sauvé la situation. Ouais. Mais, et c'est toute la subtilité de la conclusion de notre source, ce compromis pratique ne doit jamais nous faire oublier quel est l'idéal philosophique. La vision de Moïse reste l'horizon. L'étoile polaire. On met en place une structure pratique, mais on garde en tête que l'objectif ultime, c'est l'accès le plus direct possible pour tous. Donc, si on rassemble les pièces, cette histoire de Yitro, c'est bien plus qu'une simple anecdote sur la bonne gouvernance.
Oh oui, largement. C'est d'abord une leçon sur la valeur immense du regard extérieur, de celui qui n'est pas dans le système. Ensuite, un plaidoyer pour une culture de questionnement. Un plaidoyer puissant, oui. Et enfin, cette méditation sur l'équilibre à trouver entre un idéal magnifique et les compromis du quotidien. Et ces questions, elles résonnent avec une force incroyable aujourd'hui. C'est vrai. Dans une entreprise, comment on équilibre la hiérarchie efficace avec la culture de l'innovation qui exige que tout le monde puisse challenger le statu quo? Dans une salle de classe aussi. Pareil, comment un enseignant établit-il son autorité tout en encourageant l'esprit critique? C'est ce même défi permanent, construire des systèmes qui fonctionnent sans étouffer la voix de ceux qui, comme Yitro ou les deux tisserands, pourraient avoir une part de la solution. C'est une réflexion passionnante. Et l'analyse nous laisse avec une interrogation à emporter avec nous. Oui, Dans nos propres vies, dans les rôles où on a une forme d'autorité, parents, managers, peu importe, est-ce qu'on crée un espace où les questions sont vraiment les bienvenues? Ou est-ce qu'on attend, consciemment ou non, une obéissance silencieuse? c'est la grande question. Et peut-être la plus fine, où se situe la frontière entre exiger le respect légitime dû à notre fonction et exiger une adhésion aveugle à nos opinions personnelles? Ça mérite qu'on y réfléchisse.